Stop it! All right, I'll go back. But this time, you're coming with me. Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je vais essayer d'inaugurer un nouveau format en fait pour la chaîne. Ce sont donc les super films dont on parle pas souvent. Alors je m'explique un petit peu. C'est pas que ce sont des films qui n'ont pas marché au box-office, mais c'est des films en fait qui ont traversé le temps, qui ont traversé les décennies et dont on ne parle pas souvent, c'est-à-dire comme même référence quand on est, je sais pas, quand on discute entre fans de ciné ou pas, on cite un peu toujours les mêmes films, un peu toujours les films vraiment qui sont restés gravés dans l'histoire du cinéma, et il y a moi ce que j'appelle, on va dire un peu vulgairement, les films intermédiaires. Un films qui sont bien, voire même pour certains, que moi je considère très bons. Les deux films que je vais vous présenter, il est évident que 90% des cinéphiles les connaissent, même ceux qui sont pas cinéphiles les connaissent aussi, et c'était pour moi l'occasion donc de tenter de revenir un petit peu sur ces films-là. Je vais vous présenter donc deux films, a priori un petit peu antinomiques, mais en fait qui se ressemblent beaucoup. À la poursuite du diamant vert, La guerre des roses. Ces deux films, évidemment, sont similaires par le trio d'acteurs, à savoir Michael Douglas, Kathleen Turner et Danny DeVito, mais c'est vrai qu'a priori on se dit les deux films n'ont pas beaucoup de rapport, mais en fait si, puisque les deux traitent des relations amoureuses et surtout du couple. On commence tout de suite par À la poursuite du diamant vert, réalisé en 1984 par Robert Zemeckis. Alors c'est l'époque pré-Retour vers le futur, hein. Robert Zemeckis a signé déjà des films avec Steven Spielberg, mais qui n'ont pas marché, dont 1941, dont il avait écrit le scénario avec son pote Bob Gale. Et à ce moment-là, Spielberg lui dit en gros, bon moi je veux bien te produire Retour vers le futur, mais il va falloir que tu fasses un hit sans moi. Le film, évidemment, sera quand même un gros carton. La première chose qui frappe dans À la poursuite du diamant vert, Romancing the Stone en anglais, c'est qu'au moment de s'asseoir dans la salle de cinéma, moi je me souviens, je l'avais vu en salle, t'as vu l'affiche, t'as vu la bande-annonce, tu te dis, bon, je vais voir une pâle copie de Indiana Jones. La poursuite du diamant vert compte de nombreuses séquences d'aventure dans la jungle amazonienne, etc., etc. Donc on peut se dire, ouais, enfin en gros, c'est Indiana Jones, ils sont à la recherche d'un diamant, etc., etc. Mais À la poursuite du diamant vert, en fait, mise tout sur la romance. Faut pas oublier que le film s'appelle en anglais Romancing the Stone, et je pense qu'il est beaucoup plus approprié par rapport au thème principal du film qu'à La poursuite du diamant vert, qui sonne un peu plus Indiana Jones. Alors, À la poursuite du diamant vert, ça raconte l'histoire d'une romancière qui écrit un petit peu des romans à l'eau de rose d'aventure et dont la sœur, à un moment donné, est enlevée et elle doit partir à sa recherche dans la jungle colombienne. Et là, elle va tomber sur un espèce de chasseur baroudeur interprété par Michael Douglas et les deux vont se lancer non seulement à la recherche de la sœur, mais aussi à la poursuite d'un mystérieux diamant vert. Et alors, ce qui est très étonnant, alors que dans Indiana Jones, on voit absolument tout à travers les yeux du héros, là, ça va être l'inverse. On va voir tout le film à travers les yeux de Kathleen Turner. Plus qu'un film à la recherche d'un diamant, ça va être un film à la recherche de l'amour, à je ne sais combien de kilomètres de chez elle, dans la jungle colombienne, avec des mercenaires et avec un Michael Douglas qui est bien bourrin. Romancing the Stone, À la poursuite du diamant vert, c'est une véritable quête d'amour. Et ça fait totalement écho avec la première séquence du film. On voit littéralement à l'image ce qu'elle écrit, c'est-à-dire une jeune femme qui est à la recherche de son beau Jesse, le beau cavalier noir qui va la sauver, etc. Donc elle a vraiment la recherche de l'amour. Tout le film À la poursuite du diamant vert se décline là-dessus. Ça n'empêche pas évidemment les grosses séquences d'aventure, les grosses séquences d'action dans la jungle et tout ça. Mais tout est basé vraiment sur un ton, à mon sens, plus humoristique et peut-être même voire plus adulte que par exemple dans d'autres films d'aventure. Pourquoi j'adore ce film et que même je considère que c'est sûrement un des meilleurs Robert Zemeckis, parce que ça donne le ton, à mon sens, quasiment de la majorité de son cinéma et notamment de son chef-d'œuvre, à mon sens, Retour vers le futur, au scénario évidemment hyper bien léché, hyper bien écrit. Il y a deux éléments qui me font un petit peu penser à ça, c'est l'urgence dans laquelle se retrouvent les personnages. Aussi un truc qui frappe beaucoup, et ça c'est une marque de fabrique du cinéma de Zemeckis, inspiré d'ailleurs beaucoup du cinéma de Capra, il s'en revendique, c'est des personnages qui sont d'une certaine condition sociale et qui se retrouvent dans un environnement qui n'est pas fait pour eux, qui les dépasse totalement.
là, on est encore en plein dedans. Alors, à la poursuite du diamant vert, ce n'est pas un scénario de Robert Zemeckis, mais ça m'étonne pas qu'il ait choisi ce sujet-là, parce que ce qui l'intéressait, c'était justement de voir comment son héros peut se sortir d'une situation, mais qui lui échappe totalement, trop grand pour lui. Ça préfigure vraiment de ce que sera Retour vers le futur, parce que Retour vers le futur, c'est complètement ça, l'histoire d'un ado qui se retrouve dans une époque qui n'est pas fait pour lui, et qui va tout faire, qui va être dans l'urgence pour revenir chez lui. Alors c'est vrai qu'il y a cet élément-là, et il y a aussi, toujours très frappant dans le cinéma de Zemeckis, et ce qui est très frappant aussi dans ce film, c'est le plan du héros pour sortir de situation. T'as Marty quasiment au dernier moment qui doit repartir donc vers le futur, il monte dans la DeLorean et la DeLorean ne marche pas, elle ne démarre pas. Il y a toujours dans le cinéma de Zemeckis un espèce de grain de sable qui vient enrayer la mécanique qu'a mis en place le héros, quoi. Donc dans La poursuite du diamant vert, il y a par exemple Kathleen Turner qui est face au héros, qui a un couteau, qui va le sortir pour tuer le méchant qui est en face d'elle, qui fait écho notamment à la première scène du film où t'as l'héroïne de son roman qui sort un couteau, qui plante le méchant et qui s'en va. Donc là, tu te dis, bon bah c'est clair, elle va s'en sortir. Et ben non, le méchant il te sort une planche en bois, boum, le couteau s'arrête, la musique reprend. Ça c'est un détail, mais il y a plein de scènes comme ça qui parsèment le film. Toujours ce grain de sable qui revient et qui enraye la machine. Et t'as toujours le héros qui est obligé d'être encore plus dans une urgence, encore plus d'essayer de trouver un plan B. Moi, c'est toujours ce qui me frappe un peu dans le cinéma de Zemeckis, mis à part ces thématiques traditionnelles. Jusqu'au bout, ça te met toi, en tant que spectateur, en implication totale face au dilemme du héros. Comment va-t-il s'en sortir? Il n'y a jamais quelque chose de facile dans le cinéma de Zemeckis. Jamais. Et à la poursuite du diamant vert, c'est totalement représentatif de ça. C'est sûrement un des meilleurs films de Zemeckis en termes de mise en scène. Alan Silvestri, évidemment, a composé la BO. Après, il y a eu une suite. Zemeckis n'a pas rempilé pour la suite, qui s'appelle Le Diamant du Nil. Mais très clairement, on sent que c'est pas le même réalisateur derrière. Il y a beaucoup plus de grosses ficelles. Là, on est clairement plus dans le film d'aventure. Il y a une évolution dans les personnages. Moi, j'ai trouvé qu'en termes de mise en scène, c'était quand même moins inspiré. On passe pas un mauvais moment, mais ça vaut vraiment pas le premier, quoi. Alors, on attaque sur le deuxième film de cette vidéo, La Guerre des Roses, toujours avec Kathleen Turner, Michael Douglas, Danny DeVito, et alors là pour le coup réalisé par Danny DeVito. C'est un film qui intervient 5-6 ans après à la poursuite du diamant vert, et alors ce qui est très intéressant dans ce film, c'est que Danny DeVito là a choisi l'angle totalement opposé de la romance d'aventure. Là, c'est carrément le divorce. Si vous n'avez pas vu le film, revenez me voir une fois que vous l'avez vu parce que je vais tout spoiler. Alors, La Guerre des Roses est adapté d'un livre de Warren Adler et donc ça raconte l'histoire en fait de la rencontre d'un homme et une femme, Barbara et Oliver Rose, qui vont se rencontrer, qui vont s'aimer, qui vont fonder leur couple, qui vont faire leur petite famille. Oliver va devenir avocat, Barbara Rose va rester femme au foyer. Barbara, à force de rester femme au foyer, elle s'ennuie, elle ne supporte plus sa vie, et elle ne supporte plus son mari, et elle veut divorcer. Et à partir de là, va découler une véritable guerre, une véritable guérilla à l'intérieur de ce couple qui va se battre pour garder la maison, alors pas pour garder les enfants, un couple qui va se battre pour essayer de gagner quelque chose comme si c'était un jeu. Alors c'est très intéressant que Danny DeVito ait choisi de reprendre le couple d'À la poursuite du diamant vert et le diamant du Nil. Je vais aller un peu loin dans ce que je dis, mais c'est vrai que ça aurait presque pu faire, ils auraient presque pu entamer une filmographie s'ils avaient été ensemble dans la vie, bien sûr, à la Humphrey Bogart, Lorraine Bacall. Pour moi, il y avait vraiment une naissance presque d'un couple mythique au cinéma. Danny DeVito a choisi l'option de détruire un petit peu ce côté-là en prenant l'angle du divorce. Ce qui est amusant en termes d'interprétation, c'est qu'on peut voir que tout ce qui a été mis en place dans À la poursuite du diamant vert, qui représente en fait la rencontre, le diamant du Nil, ça pourrait représenter le mariage, et La Guerre des Roses, troisième volet d'une trilogie, en gros, qui représenterait le divorce. Ça, c'est une interprétation personnelle, je pense pas que Danny DeVito l'ait pensé comme si c'était le troisième volet d'une trilogie. C'est vrai qu'on peut s'amuser à voir l'évolution d'un couple jusqu'à sa destruction. On voit évidemment aussi que dans le cas d'un divorce, les enfants sont pris en otage, les enfants observent les parents se foutre sur la gueule, mais comme jamais. On est plus dans une espèce de comédie d'humour noir qui tourne des fois un peu à la farce, mais tout en revenant à quelque chose de très sérieux. La Guerre des Roses, c'est assez étrange. Il va y avoir des choses qui vont nous faire marrer, mais tout en adoptant quand même un ton dramatique, parce que DeVito veut vraiment nous faire comprendre où peut mener deux personnes qui ont décidé
de prendre le divorce comme un jeu où c'est une partie à gagner alors qu'il n'y a rien à gagner. Et le personnage de DeVito le dit à un moment dans le film, c'est pas parce que tu vas gagner une pièce de plus dans la maison que tu veux, dans la maison que vous vous partagez, que tu vas gagner quelque chose. C'est à celui qui laissera le moins de plumes. Il porte un regard un petit peu accusateur sur deux personnes qui divorcent et il les met, attention, exactement au même plan. C'est ça l'intelligence du film, c'est qu'il n'en fait pas, il donne pas plus de justification, plus à l'un qu'à l'autre. Il les met vraiment sur un terrain d'égalité parce que dans une dispute, dans un divorce, c'est exactement ça. Chacun a sa part de responsabilité. C'est un film qui pose un regard assez juste sur ce qu'est un divorce réellement, avec le recul. Et en ayant vu le film plus d'une quinzaine de fois, je trouve que peut-être que la partie, la moins intéressante, c'est peut-être celle que tout le monde aime, c'est plus la fin du film, où ils vont se faire des coups, il va y avoir un espèce de suspense comme ça, où là, il va y avoir presque de la violence physique. Finalement, avec le recul, je trouve que c'est des séquences un peu moins fortes, parce que ça joue moins sur la psychologie, ça joue plus sur, sur des histoires un peu, je vais t'attirer pour te faire croire que je vais coucher avec toi, mais en fait non, je te file un coup de pied dans les parties, tu tombes dans l'escalier, balance de la vaisselle, je te balance des trucs, etc. C'est intéressant parce que ça vient conclure le film d'une manière totalement dramatique. Et là, DeVito exagère les situations pour montrer jusqu'où ça peut mener. Mais c'est vrai que c'est là où je trouve le film un petit peu moins fort. Mais c'est toujours très jouissif, tout le film est archi jouissif. Les acteurs, évidemment, ils sont fabuleux. Kathleen Turner et Michael Douglas, il y a toujours cette alchimie qui fonctionne. Et là, ils doivent vraiment jouer l'antithèse du Diamant Vert, la séparation. Donc c'est carrément totalement l'inverse de ce qu'ils doivent faire, de ce qu'ils ont dû faire d'habitude. C'est un film qui est beaucoup moins léger, c'est un film qui est beaucoup plus grave. Et il y a le personnage, il y a toujours le personnage de DeVito qui arrête un peu de faire l'andouille comme il faisait dans La Poursuite du Diamant Vert et le Diamant du Nil. Et là, qui se pose en rôle d'arbitre dans ce divorce, qui se pose entre les deux, qui refuse quelque part de prendre parti. Et DeVito pose un regard réellement moralisateur sur les gens qui seraient tentés de divorcer. Il accueille au départ quelqu'un qui veut divorcer et il lui dit « Vous êtes sûr de vouloir divorcer ?»« Oui, eh ben ok, mais je vais vous raconter l'histoire d'Oliver et Barbara Rose. » T'as le mec qui a entendu l'histoire des roses, qui a entendu la fin, la chute, comment ça s'est terminé, et le mec va quitter le cabinet en réfléchissant à deux fois s'il a envie de divorcer. Donc oui, il y a un regard assez politiquement correct et moralisateur, mais en même temps aussi politiquement incorrect, puisque on peut le prendre aussi à l'inverse. On peut le prendre comme un film anti-mariage. Quand on voit l'ascension et la chute de ce couple-là, on peut se demander si ça vaut le coup d'entamer une idylle et de se marier. D'ailleurs, c'est ce que va dire Danny DeVito toujours à son client, qui lui dira « J'aurais jamais cru me marier après ce qui est arrivé aux roses ». Donc voilà. Donc on peut le prendre aussi comme un film anti-mariage, tout comme un film anti-divorce. Et ce qui est génial dans ce film, c'est qu'il y a forcément un dilemme qui se crée quand le film se termine. Même toi, en tant que spectateur, ça se termine, tu te dis, bon, bah, qu'est-ce que je fais, quoi. Voilà. Sachant que un divorce pourrait mener à ça. Donc voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu sur ces deux films que j'aime beaucoup, et pour moi, dont on parle pas souvent. Voilà, c'est des petits films comme ça, et qui traversent le temps, qui traversent les décennies. Ça me donne envie de vous en parler, et il y a plein d'autres films comme ça dont je pourrais vous parler, donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires si ça vous a plu, si vous avez envie que je vous parle d'autres films comme ça peut être sympa. Dans le cadre de ce format de vidéo, ce sera vraiment des films comme ça, qui n'ont pas forcément été récompensés aux Oscars, qui ont bien marché, mais qui sont pas restés, si tu veux, dans qu'on va pas citer en référence en permanence. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, lâchez les pouces bleus, faites-vous plaisir. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!